Merci de cette introduction double. Tout d'abord, je suis reconnaissant d'être invité ici pour assister parmi vous dans cette université d'été qui est vraiment une bonne initiative, surtout parce qu'il s'agit du patrimoine culturel immatériel qui est de plus en plus connu, mais pas encore assez connu, et qui, malgré le fait que certaines questions ont été résolues, pose toujours des défis, voire des problèmes pour la future mise en œuvre de la Convention de 2003, je dirais plutôt la Convention de 2003 au lieu de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, qui est un nom qui est un peu long. Je vais vous parler en français, qui n'est pas ma langue native, donc je vous prie de bien vouloir m'excuser pour les fautes que je vais faire contre grammaire, syntaxe, phonétique et tout cela. Si vous avez des questions, bien sûr, après, on a prévu un débat, mais s'il y a des questions intermédiaires, ce que je pourrais m'imaginer, n'hésitez pas à m'interrompre, ça pourrait rendre la présentation plus vivace et peut-être dans ce cas-là, je parlerai plus sur des sujets qui vous intéressent que quand je suis les lignes que je me suis données pour développer ici auprès de vous. Donc d'abord, vous voyez le titre qui est sur l'écran, El Patrimonio Cultural Immaterial y l'Acción dels Organismos Internacionales UNESCO ICOMOS. Je vais parler de l'UNESCO, je vais vous expliquer pourquoi je ne vais pas parler de l'ICOMOS, puisqu'il n'y a pas lieu, mais il y a une raison très spécifique pour cela qui pourrait vous intéresser. Donc, le titre que j'ai donné, c'est « La mise en œuvre de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, l'action des organismes internationaux, pour rester avec ces organismes internationaux, et les défis ». J'ai pas mal de diapositives, je vais en passer en silence, pas certains, puisque le sujet a été déjà abordé hier par d'autres orateurs, ou puisque j'ai maintenant compris qu'il y a d'autres orateurs après moi qui vont s'occuper de ces questions-là. Et aussi, il faut encore une fois souligner que je ne travaille plus à l'UNESCO depuis un mois, donc je peux m'exprimer plus librement que j'aurais pu le faire il y a 2 ou 3 mois, mais je vais quand même vous donner les perspectives sur le patrimoine immatériel et la Convention de la point de vue surtout de l'UNESCO. Je dois encore souligner une autre chose. Hier, certains orateurs, et on le dit souvent, on dit l'UNESCO a défini le patrimoine culturel immatériel de la manière suivante. L'UNESCO veut que les États parties dressent des inventaires. Ce n'est pas l'UNESCO, c'est la Convention qui le dit. La Convention qui a un texte qui ne peut plus être changé, ou c'est très difficile à changer ce texte, mais un certain texte qui a été préparé par une réunion intergouvernementale où des experts qui ont représenté des gouvernements ont élaboré un texte qui après a été approuvé et adopté par l'ensemble des États membres de l'UNESCO. Ce sont donc les États de ce monde qui ont voulu que cette convention soit créée et qui ont préparé le texte. L'UNESCO, bien sûr, a assuré le secrétariat. L'UNESCO, sans doute, a une certaine influence, mais en point final, ce sont les États membres et à partir de l'entrée en vigueur de la Convention, ce sont les États partis à la Convention qui décident et qui ont le plein pouvoir sur cette Convention. Ce n'est pas l'UNESCO. Mais quand même, l'UNESCO, donc créée en 1946, immédiatement après la guerre, avec un mandat pour la coopération internationale dans les domaines éducation, sciences, culture, communication, et qui a comme tâche laboratoire d'idées, de développer des idées qui viennent de partout, qui sont à Paris, au siège de l'UNESCO, débattues, enrichies, échangées mutuellement, qui parfois donnent lieu à la création d'un texte normatif, par exemple une convention, mais qui sont aussi disséminées partout. Donc c'est la fonction de clearinghouse. L'UNESCO n'est pas une agence de développement. L'UNESCO n'a pas le budget pour faire cela, pour y prétendre.
Et ce qui est important, c'est la seule organisation au sein du système des Nations Unies à avoir un mandat dans le domaine de la culture. Et donc, s'il y a action qui mène vers la préparation d'une convention, de notre instrument juridique international, dans le domaine de la culture, c'est logique que ce soit l'UNESCO qui s'en occupe. L'UNESCO a développé environ 6, on peut aussi dire, 7 conventions dans le domaine de la culture. Ça a commencé en 1954, Convention pour la protection du patrimoine culturel en cas de conflit armé, très logique, immédiatement après la guerre mondiale qui a détruit, surtout en Europe, beaucoup de patrimoine, de monuments, voire des paysages. En 1970, la convention avec le nom long, convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et les transferts de propriétés illicites. 1972, la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel. Ça, c'est la convention qui est la convention phare de l'UNESCO, qui a connu un succès énorme, qui a sa liste, la liste mondiale du patrimoine mondial, qui est connue partout et qui a servi, cette convention et sa liste, jusqu'à un certain degré comme modèle pour la convention de 2003 sur le patrimoine immatériel. Mais il faut immédiatement dire que la convention de 1972, patrimoine mondial, cherche à placer sur des listes des éléments du patrimoine, d'un patrimoine qui a des valeurs exceptionnelles et universelles. Et la convention de 2003, ceux qui ont préparé ce texte ont pris distance de ces notions-là, et le patrimoine immatériel ne cherche pas, et la convention ne cherche pas à sauvegarder, à identifier, à favoriser des éléments d'un patrimoine qui soient exceptionnels ou universellement reconnus. Je reviens à cette question. Il y a encore une convention de l'UNESCO sur le patrimoine culturel subaquatique qui, jusqu'à maintenant, n'a pas connu un succès énorme. Elle n'est même pas encore entrée en vigueur. Mais ça sera avant la fin de cette année que cette convention aura les 20 ratifications nécessaires. Très important, et je crois le plus beau texte que l'UNESCO a préparé dans le domaine de la culture, c'est la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle. C'est un texte assez court, c'est un texte riche, c'est un texte qui a servi à beaucoup de programmes de l'UNESCO et qui a aussi influencé profondément les 2 conventions qui suivent, donc celle de 2003, dont on parle ce soir et cette semaine, et la convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Et ça fait déjà 2 ans que l'UNESCO et les États membres de l'UNESCO ont accepté ça, que l'UNESCO promeut les conventions de 1972, patrimoine mondial, celle de 2003, patrimoine immatériel, et 2005, la diversité des expressions culturelles, comme les 3 conventions de l'UNESCO qui, prises ensemble, promeuvent la diversité culturelle de ce monde. Et c'est le désir du directeur général de ce moment que les 3 soient mis en œuvre conjointement en relation l'une de l'autre. Et quand j'ai dit que l'UNESCO a quand même une certaine influence, on voit ici le directeur général de l'UNESCO qui, par exemple, a là essayé d'influencer les choses. Mais c'est bien sûr une bonne idée, si on a plusieurs conventions dans le domaine de la culture, de les faire concorder et s'aligner. Je reviens à l'action de l'UNESCO vers le patrimoine culturel immatériel. Au début, on parlait de folklore. Plus tard, ça s'est devenu patrimoine culturel immatériel. Immédiatement après l'adoption de la Convention pour le patrimoine mondial de 1972, c'est surtout l'Amérique latine qui a commencé à demander de l'attention aussi pour d'autres éléments moins concrets que les monuments, les sites qui font partie du patrimoine de l'humanité. Et donc, ils ont demandé action en faveur de la protection du folklore. Ça n'a pas immédiatement abouti.